c'est un grand sujet. Souvent, c'est là, oulala, la famille. Donc, la famille fondamentale, c'est un sujet totalement incontournable. En avoir est aussi difficile que de ne pas en avoir. Donc, personne ne fait l'impasse sur la famille. Mais la question, c'est pourquoi? Toute première question, c'est quoi, en fait, une famille? Donc, une famille, c'est un groupe de personnes qui sont liées par les liens de sang. C'est un groupe de famille, des personnes qui sont liées par le sang. Et la question, c'est que comment on fabrique des liens de sang, en fait? Eh bien, ce n'est pas un scoop. Donc, on fabrique des liens de sang par la sexualité, par une relation sexuelle. Donc, une famille est donc un groupe de personnes qui est organisé par des liens sexuels et notamment au niveau horizontal et au niveau vertical. Au niveau horizontal, il s'agit vraiment d'une vraie relation sexuelle entre un homme et une femme la plupart du temps. Donc, on va partir du couple hétéro parce que c'est notre biologie. Il y aura un moment où on peut parler de toutes sortes de constellations avec les partenaires homosexuels ou multi ou quoi que ce soit, donc tout ce qui existe en fait ou existe aujourd'hui. Et on va partir de la réalité biologique, c'est qu'un homme et une femme, et donc ils ont une relation sexuelle, je souligne relation au niveau horizontal, et de là va venir un enfant, donc au niveau vertical, qui ne va pas faire partie de la même génération, qui va être sur notre ligne. Et donc le lien de l'enfant à ses parents, c'est un lien sexuel, ce n'est pas une relation sexuelle. Et ça rend déjà la famille assez complexe parce que c'est un groupe de famille qui est lié par des liens sexuels, mais donc les relations sexuelles sont très réglementées. Donc, ils sont interdits par la loi de l'interdiction de l'inceste avec tous les membres de la famille, sauf dans le couple entre hommes et femmes. Et donc, on va pouvoir avoir une relation sexuelle uniquement avec des partenaires qu'on va chercher à l'extérieur de la famille. On va amener dans la famille et par ce lien sexuel, ils vont, au niveau horizontal, ils vont faire partie de la famille. Voilà, c'est assez complexe et ça montre un petit peu la complexité déjà et l'importance que chacun reste à son étage et à la bonne place. Sinon, c'est le bordel, comme j'ai déjà dit. Donc, étant issu d'une famille, donc, nous la portons en nous. Donc, nous, on vient de l'union de deux personnes, de nos deux parents. Et donc, nous sommes constitués de ces deux parents. Donc, nous portons toutes leurs informations génétiques en nous. Et comme eux-mêmes, chacun est issu aussi d'un couple parental d'une mère et d'un père, donc on porte aussi leurs informations génétiques en nous. Donc, on porte quelque part toutes les informations génétiques de tout notre arbre en nous. Donc, nous sommes le fruit d'un système familial. Donc, ce système familial est notre source. Donc, nous l'avons dans les gènes. Cette famille, elle fait partie de nous. Et nous faisons partie d'elle, peu importe si on la connaît et peu importe si on a des liens ou si on n'a pas de liens. Ça, c'est important à comprendre ou à retenir. Donc, c'est un sujet inné. Chaque personne se promène avec sa famille dans son champ, qu'elle veuille ou non. Et du coup, on va, à partir de ce champ avec lequel on se promène, remettre en scène des relations qu'on a avec les différents membres de notre famille, comme par hasard, parmi nos amis, dans le monde professionnel, associatif, social, etc., etc. Donc, la famille, elle constitue le lieu des expériences les plus intenses et les plus significatives de la vie humaine. Donc, on ne peut pas en faire l'impasse. Et j'ai envie d'aller encore un peu plus profondément donc, dans l'analyse de cela, entre guillemets. Donc, notre cerveau est constitué de 3 étages, donc le niveau archaïque, émotionnel et cognitif. Et à chaque étage, la famille donc, joue un grand rôle, même si ce n'est pas le même. Donc, au niveau archaïque et de survie, donc au niveau archaïque, c'est la survie. Donc, au niveau biologique, on a besoin d'un clan pour survivre. Donc, les supermarchés donc, sont une invention moderne
tout comme la vie seule. Donc, au niveau archaïque, vivre seul veut dire être en danger de vie, en danger de survie. Donc, pour survivre, nous avons besoin d'un clan. Et la famille donc, va donc nous donner un ressenti de sécurité. Appartenir à un clan donne un sentiment de sécurité. C'est pour ça que c'est tellement difficile d'interrompre des liens avec les membres de sa famille, parce que ça nous met en insécurité à un niveau très profond, à un niveau de la survie. Le clan va aussi définir notre identité, mais ça, on va voir après sur l'étage cognitif. Donc, au niveau de notre étage émotionnel, ce sont les liens d'amour. Donc, un bébé arrive dans une famille. Donc, dans ma famille, il y a tout juste un bébé qui est arrivé, donc la semaine dernière, quand il est tout petit. Et que comme seul moyen de survivre, il faut qu'il arrive à attacher ses parents à lui. Il est totalement impuissant dans le sens, il ne peut pas bouger, il ne peut pas s'occuper, il ne peut rien faire. Donc, la seule possibilité qu'il a, c'est d'être tellement mignon qu'on s'attache à lui. Donc, et qu'on s'attache à lui de façon durable jusqu'à ce que son autonomie soit assurée. Donc, c'est la particularité justement de l'Homo sapiens, ou tout particulièrement. Donc, notre cerveau fait qu'on est immature, incapable d'être autonome pendant un très long moment. Donc, du coup, pour assurer la survie, on a mis en place les liens d'attachement. Et donc, cette qualité du lien d'attachement que le bébé il a aux membres de sa famille, donc le plus souvent à la mère et au père, mais aussi aux d'autres membres, et les expériences relationnelles, excusez-moi, qu'il fait au sein de sa famille, donc vont constituer sa personnalité. Ils vont définir le ressenti qu'il a de lui-même, sa sécurité intérieure, sa confiance en lui-même, et ses possibles et ses impossibles. Donc, nous portons non seulement notre famille au niveau génétique en nous, mais également au niveau relationnel et au niveau émotionnel. C'est notre modèle, quelque part. Et donc, à la troisième étage, c'est au niveau cognitif, donc la famille nous donne une identité. Donc, nous appartenons à un clan qui va déjà nous donner un nom. Ensuite, il va nous donner un pays d'appartenance, une culture, une langue, mais aussi sa propre culture familiale, car chaque famille elle a sa propre culture familiale qui est le résultat des expériences vécues à travers les siècles, et qu'elle va nous transmettre en forme de valeurs, de nouveau de possibles et d'impossibles. Donc, elle va définir que, oui, de notre représentation de nous-mêmes et de quoi nous créons capables, qu'est-ce qui est autorisé pour nous et qu'est-ce qui n'est pas autorisé pour nous. Et chaque famille a une culture spécifique, donc chaque famille est un melting pot des cultures des systèmes maternels et paternels, et ça à chaque étage. Et donc c'est un mix en fait de cultures assez unique et assez extraordinaire, je veux dire ça. Donc on peut dire que la famille constitue les lieux des expériences les plus intenses et les plus significatifs qui soient de la vie humaine. Elle façonne qui nous sommes et comme nous vivons nous-mêmes, donc au niveau archaïque biologique, au niveau émotionnel et au niveau cognitif. Et donc, de par là, il est possible, je le répète, de rompre les liens, les relations avec les membres vivants de sa famille. Ça veut dire qu'on peut dire « je ne vais plus te voir ». Mais il est impossible de couper les liens avec la famille qu'on a intégrée en soi. Par contre, on peut les transformer, ces liens. Donc, qu'ils soient morts ou vivants, qu'on soit en relation ou pas, c'est ça la bonne nouvelle. Et pour pouvoir faire ceci, donc, il est important d'identifier premièrement les transmissions invalidantes qu'on a reçues, qui nous entravent aujourd'hui et qu'on peut laisser là où ils appartiennent, c'est-à-dire à un certain contexte historique, relationnel, familial, sociétal, etc.
donc d'identifier d'où elle vient, cette transmission, pour ensuite pouvoir identifier le potentiel familial donc on a hérité et sur lequel on peut s'appuyer pour construire sa vie. Voilà, ça c'est le premier point de la conférence. Qu'est-ce que c'est la famille, Kisako? J'ai envie de vous faire une petite expérience, si vous êtes bien d'accord. Donc, je vous invite d'imaginer votre lignée derrière vous. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que ça fait d'imaginer votre lignée derrière vous? Puis, je vous invite de vous garder votre ligne bien derrière vous. Et puis, je vais vous mettre dans des breakout rooms, comment ça s'appelle, donc dans des salles. Et dans ces salles, vous allez être 2 par 2 et donc vous allez aussi imaginer votre partenaire avec toute sa lignée derrière lui. Et puis chacun, vous avez 3 minutes pour parler. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir d'avoir votre lignée derrière vous et de voir la lignée de votre partenaire derrière lui. Donc pendant ces 3 minutes, il y a une personne qui parle et l'autre qui écoute. Et après 3 minutes, ça switch. Donc, vous allez entendre ma voix qui va vous inviter à switcher. OK? Donc, on va avancer dans la conférence. Donc, je vous promets que pour la prochaine breakout room, je vais être un peu plus rodée. Donc, on va continuer avec la bonne place de chacun à travers les âges. Donc, le deuxième point de la conférence. Donc, maintenant qu'on a mis la famille quelque part à la bonne place, il est important que chaque membre de sa famille puisse prendre la sienne. Et donc, pour rendre cette expérience donc, un peu plus vraiment compréhensible ou intégrable, donc, je vous invite donc, de sortir donc, vos figurines que vous avez. Donc, de définir les membres de la famille avec lesquels vous avez envie de travailler. Donc, je vous invite de travailler avec votre mère, votre père et vous à minima, même s'il n'a pas existé dans votre histoire, mais qu'il fait partie de votre réalité biologique, ou votre mère. Vous pouvez prendre autant d'autres que vous voulez, mais je ne vous prenez pas plus que 5 ou 6 pour commencer, pour que ça ne devienne pas trop compliqué. Et je vous invite de les nommer. Donc, ça, c'est mon père, ça, c'est ma mère. Ça peut être, par exemple, ça, c'est ma mère, ça, c'est mon père. Et ça, c'est moi. Voilà ce que j'ai dans ma table. Et je vous invite de les placer après devant vous. Où je suis, où je mets ma mère, où je mets mon père. Où est ma mère ou mon père, où je suis. Allez-y. Et vous pouvez placer autant de membres que vous voulez, de personnes que vous voulez. Et comme vous les avez placés, je vous invite de les regarder et de vous sentir, vous demander comment je me sens. Juste sentir qu'est-ce que ça vous fait. Comment je me sens à cette place. Et peut-être vous pouvez noter une phrase. Et puis, voilà, je vais laisser le temps de noter éventuellement. Et puis, je vais vous laisser donc
Je vous invite à laisser les figurines comme ça et je vais vous parler des lois qui régissent l'ordre d'amour des familles. Et, et je vous inviterai par petit à petit ensuite éventuellement changer justement votre constellation, de déplacer les figurines, mais pas tout de suite. Donc d'abord, je vous invite de garder ce que vous avez posé là comme ça pour l'avoir visible et puis d'écouter donc ce que je vais vous transmettre. Donc, je vais m'appuyer sur Hellinger, donc Bert Hellinger, qui est le fondateur des constellations familiales, et sur William Propelius, qui est le fondateur de la Sexual Grounding Therapy. Et donc, ce que je vais vous transmettre, c'est un mix des deux modèles, et qu'il ne faut pas oublier qu'il s'agit de modèles. Hein. Il s'agit de monde idéal, et il s'agit quelque part d'un principe de modèle, et comment ça a été pensé aux origines, je dis toujours. Et pour ça, donc, je vais vous partager, pour que ça soit visible et assez clair, je vais vous partager mon écran. Et donc, on va travailler dans un petit moment. Donc, on va travailler avec le triangle mère, père, enfant, parce que le triangle mère, père, enfant, c'est le noyau du système familial. Et la base de ce triangle, c'est le couple homme-femme. Donc, un couple n'est pas encore une famille, c'est un couple. Donc, il devient une famille quand un enfant naît de ce couple. Voilà, la base, c'est le couple. Donc, et le couple, c'est l'homme est à droite de la femme. Donc, l'homme est à droite, la femme est à gauche. Et pourquoi l'homme est à droite et la femme est à gauche? Parce que l'idée, c'est que l'homme, il tient la femme dans son bras gauche, la femme est proche de son cœur et qu'il va défendre sa famille avec son bras droit, ou il va agir pour la famille avec son bras droit. Parce que quand la femme est enceinte ou elle est en position de vulnérabilité, parce qu'elle s'occupe de son nourrisson. Donc, c'est vraiment une convention qui tient fait des données biologiques que la femme est affaiblie, non parce qu'elle est faible, parce qu'elle s'occupe de l'enfant. Et donc, l'homme porte quelque part, il est garant de la sécurité, alors que la femme va être garant quelque part de ce qui se passe comme relation à l'intérieur, ce qui sont les polarités féminines et masculines qu'on a chacun à l'intérieur de nous. Mais là, on va vraiment le faire tout plat et tout justement, basiquement sur l'homme et la femme, parce on parle là de la place qu'ils ont dans la famille. Donc, l'homme est à droite, la femme est à gauche. Et de ce couple naît donc un bébé, un enfant qui se positionne en dessous sur un autre étage. C'est une autre génération. Donc, il va se placer en dessous. Et cet enfant donc, qui apparaît, il est constitué son génome est constitué de 50% de celui de sa mère et pour 50% de celui de son père. Donc, c'est une réalité biologique. Donc, il prend la place en dessous des deux à équidistance. Il vient d'eux et il les constitue avec chaque moitié de lui est constituée soit de son père ou de sa mère. Et je répète, il est en dessous parce qu'il vient d'une autre génération. Donc, chaque génération a son propre rang. C'est très important. Donc, les différentes générations ne peuvent pas se mélanger. On ne vit pas la même chose. On ne vit pas dans le même espace-temps. Et c'est comme ça que, par exemple, la relation qu'on a dans une fratrie, elle est spécifique. Donc, en tant que parent, on ne va jamais pouvoir rentrer dans la fratrie et vivre les mêmes choses que la fratrie. Comme un enfant, même si il essaye d'être comme un adulte, comme ses parents, il ne va jamais pouvoir vivre les mêmes choses que ses parents. Ce n'est pas possible. Il n'évolue pas dans le même espace-temps. Donc, c'est marqué par deux rangs différents. Et donc, de cette façon, les trois, ils forment un triangle. Et ceci est la place de l'enfant. Donc, peu importe les relations réelles, si le père est encore là, la mère est encore là, s'il y en a d'autres. Donc, ça, c'est la réalité biologique qui est la place inaltérable de l'enfant. Donc, ce triangle, l'enfant, il le porte en lui où qu'il en aille.
Et si cette réalité est respectée, donc toute autre sorte de personnes peuvent prendre la place auprès de l'enfant. Donc un beau-père, une belle-mère, la fratrie, enfin peu importe qui, si on prend en considération que l'enfant porte ces deux en eux, et c'est-à-dire qu'on honore ses sources, ça veut dire qu'on ne va pas parler mal de son père ou de sa mère devant lui, on ne va pas essayer de s'attirer de son clan en le coupant de l'autre clan, c'est-à-dire on ne va pas essayer de le couper de son père ou de sa mère. Donc on va respecter que l'enfant, il appartient aux deux, il vient des deux, il a besoin de pouvoir aimer les deux de la même façon. Est-ce que c'est clair ça? Parce que je ne vous vois plus, puisque je vois mon écran. Donc ça, c'est une des lois fondamentales donc, de l'ordre d'amour. Ce triangle de base, qui après, on peut le multiplier de façon, parce que chaque parent vient des parents, donc ce sont plein de triangles qui se superposent, mais ça, c'est la base de l'ordre de l'amour. Ensuite, il y a la circulation, en fait, comment circule l'énergie sexuelle affective, donc l'enfant est issu dans la famille. Donc, il y a l'énergie qui circule entre les parents, entre cœur et sexe. Donc, il y a de l'affection et il y a de l'attirance sexuelle. Donc, le centre émetteur de la femme, c'est le cœur. Donc, elle va envoyer de l'amour vers l'homme qui va le recevoir, descendre à son sexe. Et lui, l'organe émetteur de l'homme, c'est son sexe qui va donc désirer sa femme. Elle va donc accepter son désir. Et là, ils sont dans une boucle énergétique qui est le paradis sur Terre. Donc, l'enfant est issu. Et donc, l'énergie circule comme ça entre les parents. Et ça, c'est la base de la famille. Tant que cette énergie circule entre les parents, l'enfant peut avoir sa place. Si cette énergie ne circule pas, c'est compliqué. Et donc, on va d'abord montrer comment c'est pensé aux origines. Puis ensuite, l'énergie circule de haut en bas, c'est-à-dire l'énergie circule des parents vers l'enfant. Donc, c'est les parents qui conçoivent l'enfant, c'est la mère qui porte l'enfant, qui le met au monde, et ce sont les parents qui élèvent l'enfant. Donc, la circulation d'énergie, la direction de l'énergie, c'est du haut en bas. Et ça ne peut pas être autrement. L'enfant va rendre aux parents de ce qu'il a reçu, il va rendre de l'amour, du soin, des choses comme ça, mais un enfant ne va pas pouvoir prendre soin de ses parents comme s'il était leurs parents. Si les parents ils ont besoin de quelqu'un qui prenne soin d'eux, il faut qu'ils les cherchent à l'étage au-dessus ou au même étage qu'eux. Donc ça, c'est une des lois fondamentales aussi. Un enfant ne peut pas réparer ses parents. Tous les enfants de ce monde l'ont essayé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas encore un seul qui y est arrivé. Donc ça, c'est la deuxième loi fondamentale. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, si vous avez des questions, comme je ne vous vois pas, je vous invite de tout simplement enlever le micro et les poser. Vous avez dit que c'est sur la théorie de qui, pardon, ça? Cette circulation, la circulation de l'énergie sexuelle entre la base de couple entre hommes et femmes, ça c'est William Popelier. Et que l'ordre comme ça, à la base, c'est Bert Hellinger. Et William Popelier, s'il a après travaillé sur l'ordre d'amour de Hellinger, il a vraiment mis ce triangle au centre, il a travaillé sur cette importance du triangle. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais continuer. Une question. Ouais. Lorsqu'on a les parents qui sont âgés, comment les accompagner? Et si des parents sont âgés, comment les accompagner? Toujours en gardant sa place de l'enfant, c'est-à-dire que donc ce sont toujours les parents qui vont montrer quelque chose, qui vont montrer comment on agit, non pas comment on agit, comment on veille et comment on va mourir, et qu'on peut toujours les accompagner à partir de sa position d'enfant, de dire ok, tu es mon père, tu es ma mère, tu vas devenir faible au niveau corporel, mais tu vas toujours
me montrer quelque chose, me transmettre quelque chose. Et en faisant justement attention qu'on ne devient pas le parent de son enfant en essayant de combler ses manques affectifs. Parce que les manques affectifs, en fait, de son propre parent peuvent être que comblés par ses propres parents ou par un travail qu'il fait sur lui. Réponds à la question, Paul? Je n'ai pas dit que c'est facile, hein, mais... Oui, oui, ça répond, oui. Merci. Ok, donc du coup, on est à la prochaine donc, étape, donc du coup, le système familial élargi. Donc, les parents, chaque parent a des parents. Et donc, à chaque fois, il y a un triangle qu'il a, en fait, qu'il a comme ça. Et là, j'ai oublié de mettre les flèches qui comme ça. Et donc, si le père, il a un besoin affectif, donc, si il s'agit d'un besoin affectif d'homme adulte, donc il va s'adresser à sa femme. Si c'est un besoin affectif qui vient plutôt de l'enfance, de reconnaissance, de sécurité, d'assurance, etc., il faut qu'il vienne les chercher auprès de ses parents, parce qu'il n'y a que ses parents qui peuvent quelque chose pour lui là. Donc c'est ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est qu'il va essayer de combler ses manques avec son bébé, mais son bébé, il ne peut pas. Et donc du coup, ça va être un enfant parentisé qui ne peut pas développer son potentiel parce qu'il est occupé à réparer ses parents. Donc un enfant va essayer de réparer ses parents pour avoir les parents qui tiennent la route, pour qu'ils puissent grandir. Mais c'est impossible. Donc, en tant que parent, c'est important de savoir que nos parents, nos enfants ne peuvent pas combler les besoins affectifs. Donc, il faut qu'on s'en occupe soi-même, soit en travaillant sur nous, soit en venant chercher auprès de nos parents. Est-ce que ça, c'est clair? Ou pas? Vous avez des questions par rapport à ça? Et puis, donc, on va arriver à des situations un peu plus compliquées. Donc, par contre, qu'on a très, très souvent aujourd'hui. Donc, c'est la famille récomposée. Donc, là, donc, on a la première famille. Là, le bébé, il a un peu grandi. Donc, elle a à peu près 3-4 ans. Donc, c'est souvent au moment où les couples se séparent. Et donc, même si le couple va se séparer, donc j'ai enlevé l'énergie qui circule entre les deux, là, pour signifier ça. Ce triangle-là, il reste donc valable à tout jamais. Et parce que l'enfant le porte en lui, il est issu de ses deux parents. Donc, partout où il est, les parents sont dans son champ. Et même si le père se sépare, par exemple, et il trouve une autre femme, donc ce triangle, il reste valable. Et dans l'ordre d'amour, ce qui est antérieur a plus de poids. Donc, le besoin de cet enfant est plus important que le besoin de la nouvelle femme. Elle vient après. Ce qui n'est pas évident, mais ce qui permet des bonnes relations. Donc, si la nouvelle femme, la deuxième femme, elle accepte que ça, c'est sa première femme, et elle va toujours jouer un rôle pour lui parce que c'est la mère de l'enfant, ça peut très bien se passer. Ça peut être clair qu'ils sont séparés, qu'eux, ils sont ensemble, donc c'est la relation affective actuelle. Mais on ne peut pas la virer. Si on la vire, c'est l'enfant qui va la ramener sans arrêt et créer des problèmes relationnels. Donc, le besoin de l'enfant du premier mariage est prioritaire au besoin du deuxième partenaire. Et donc, si les deux, ils vont avoir un bébé aussi, donc le père, il va avoir à jongler avec deux triangles. Donc, il y a le triangle avec sa première fille, puis il y a le triangle avec son fils, son deuxième enfant, ce qui est assez compliqué. Et donc, le besoin des enfants, donc, il est pareil, donc aussi important le besoin l'un de l'autre. Et donc, quand l'enfant est là, donc, elle va toujours être dans le champ. Et si ça, c'est accepté, ça peut se passer de façon très tranquille. Donc, si les deux parlent pas mal d'elle, si la petite peut parler de sa mère et ça ne crée pas de conflit, ça peut être très harmonieux. Mais ce n'est pas facile
Donc, les familles récompensées sont beaucoup plus compliquées de ce qu'on peut… Souvent, on imagine quand on se sépare, quand on est amoureux comme un ado et quand on se dit « Ah ouais, avec le nouveau, ça va être plus cool ». Quand on a déjà une famille, donc on n'est plus ado, donc on a déjà une famille et c'est à prendre en considération que l'enfant, le besoin de l'enfant est prioritaire aux besoins de l'adulte parce que l'enfant est le membre le plus fragile en fait du système. Je dis bien besoin, je dis pas désir, c'est pas tous les désirs de l'enfant que c'est important, c'est son besoin. Donc d'avoir la bonne place, d'avoir de la continuité, de l'amour, de la sécurité. Pas je veux regarder tel film ou je vais absolument aller à tel endroit. Ça, c'est plutôt les parents qui posent le cadre. Et donc, les parents s'occupent des enfants et pas le contraire. Et donc, si ça, c'est clair dans tout le système familial, donc du coup, je vais essayer de revenir à ça. Donc, si eux, ils savent qu'ils sont là pour soutenir le couple, pour que le couple puisse être là pour l'enfant et eux aussi, donc les relations sont harmonieuses. Voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant cela? Est-ce que c'est clair? Moi, je vois plein de têtes qui font comme ça. OK, donc je vous invite de poser vos figurines selon cet ordre-là. Chacun à la bonne place. S'il y a des questions qui apparaissent, je vous invite à les poser après. Donc, les questions après, on aura encore un temps de questions-réponses. On est un peu dépassé le temps parce qu'on a un peu mis de plus de temps après. Est-ce que c'est OK si on va dépasser d'un petit peu? Quand il y a 3 enfants, c'est sur la même ligne. Pardon? C'est pas vertical, c'est sur une ligne horizontale. Je peux remettre le PowerPoint. Donc, les enfants et les parents ne sont jamais sur la même ligne. Donc, on peut avoir des frères et sœurs à côté de l'enfant. Oui, voilà, c'est ça ma question. Ouais. C'est sur la ligne, c'est les 3 enfants sur la… Enfin, les 3 enfants sont sur la même ligne. Et chacun a son propre triangle avec les parents. Oui, on ne peut pas la montrer comme ça, mais chaque enfant est issu de ses parents, donc chaque enfant a son triangle. Donc, les enfants sont les uns à côté des autres. L'aîné est le plus vers le père et ensuite, comme le dernier né est le plus proche de la mère, donc c'est dans l'ordre dans lequel ils sortent du ventre de la mère et qu'ils se rapprochent de plus en plus vers le père. Merci. Puis, si quand vous avez posé comme ça, je vous invite de sentir comment vous vous sentez. Donc, est-ce qu'il y a besoin de poser quelque chose? Donc, il y a une personne qui a dit qu'elle n'était pas très bien. Donc, c'est que… Ou est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un a envie de poser quelque chose? Allez-y. Moi, j'ai une question, Christina. Oui. Tu dis que l'homme est à droite quand on l'a en face de nous, quand on regarde l'image ou… Justement, que tu as très bien vu qu'avec l'image, j'ai beaucoup réfléchi. L'homme est à droite de la femme, en fait. Donc, c'était inversé sur l'image. C'était inversé sur l'image. Wow. Voilà, c'était inversé sur l'image. Intéressant parce que l'homme soit à droite. D'abord, j'avais l'inverse après, que tu sais, en plus, je viens d'une famille où que ça a été… ma mère, elle était à droite, quoi. Donc, du coup, ça me joue toujours les tours. Mais l'idée, c'est l'homme est à droite de la femme. Ok, donc ça va beaucoup mieux. Et après, c'est la question dans quel sens on regarde, quoi. Exactement comme vous êtes, apparemment. C'est ça. L'homme est à droite de la femme. Donc, du coup, si on va de face, c'est l'homme qui est à gauche. Et comme je dis, c'est à droite, donc ça amène en confusion. Donc, l'homme est à droite de la femme. Voilà. De façon reptilienne, il tient sa femme, donc, comme elle a dit, avec le bras gauche.
Et il tient son arme avec le bras droit, donc il peut la défendre s'il est droitier, évidemment. Mais bon, c'est une convention, hein, évidemment, mais c'est quand même très ancré en nous. Donc, a priori, on est mieux en étant à droite de la femme qu'en étant à gauche, en tant qu'homme, et inversement pour la femme. Autre chose? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Excusez-moi, en fait, ça a coupé, c'est moi. Alors, je ne sais pas si on posait les questions, c'est ça? Parce que du Oui. coup, je suis repartie. Oui. On en fait quoi de ça? Parce que moi, je me suis retrouvée au milieu de mes parents. Et enfin, bref, je me suis retrouvée dans une situation que je pense être vraie. Enfin, en tout cas, je pense avoir vécu, malgré que sur 5, il y en a 2 qui sont plus de ce monde. Mais le poids reste le même, en fait. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Du coup, voilà, je reviens à ma question. On en fait quoi de ça maintenant? Ben, à la base, donc déjà, on se rend compte de ça. Donc, comme on a dit que c'est un modèle, donc il y a très peu de familles où chacun est vraiment à sa juste place, mais que ça amène déjà de la compréhension, en fait. Et puis, on va travailler sur soi pour pouvoir prendre cette place-là. C'est-à-dire, quelque part, on va rendre aux parents leur pouvoir, qu'eux, ils sont capables de s'occuper d'eux-mêmes, qu'on n'a pas besoin de les réparer. Et quelque part, on va vraiment se dire, OK, c'est eux les grands, c'est moi la petite, et de quoi j'ai besoin, et on va rentrer en relation à partir de là avec ses parents. Ça va certes chambouler les choses, mais de façon très concise. C'est un travail qui prend souvent des années, mais c'est ça qu'on peut faire avec ça. D'accord. Donc, c'est pas forcément facile. Non, mais bon, c'est vrai, j'ai senti quand même quelque chose de plutôt positif dans le ressenti. Mais voilà. Quelque part, ça permet d'avoir conscience d'où est sa place, théoriquement, et de pouvoir la prendre en conscience. Et à partir du moment où on prend soi-même sa place, ça fait bouger le système, ça l'harmonise. Et quelque part, on a en soi, c'est la meilleure chose qu'on a, la meilleure arme, entre guillemets, c'est de soi-même prendre sa propre place, se mettre au bon endroit. C'est-à-dire à laisser ses parents comme étant les grands et nous le petit. Et par contre, avec nos enfants, en considérant que c'est nous le grand et eux les petits. C'est vrai que j'ai oublié ma fille dans cette histoire. Donc, du coup, ça met de la clarté vraiment et dans la position et dans l'énergie qu'on a vis-à-vis des grands, des plus grands que nous, ceux qui sont un étage au-dessus, et des plus petits que nous, ceux qui sont un étage en dessous. OK. Mais la principale clé, c'est de soi-même prendre tranquillement sa place. Et à partir du moment où on est à sa place, personne ne peut nous la prendre. Et du coup, le système se réorganise autour de cette légitimité d'avoir sa propre place. Ça répond à ta question aussi. Pardon? C'est ce qui crée de la maturité aussi. Oui, bien sûr. Ça développe sa propre maturité et la maturité de chacun. C'est vrai. Et ça permet de retrouver le naturel, parce que ce dont on vous parle, c'est un ordre naturel qui a été pensé comme ça aux origines, mais qui n'est pas tellement transmis en fait. C'est-à-dire peu de monde. Avant, c'était transmis de génération en génération par les coutumes, etc. Et aujourd'hui, le monde moderne a explosé les familles et donc on connaît plus ça. Donc en fait, on bricole au lieu de s'appuyer sur les fondamentaux qui étaient valables de génération en génération pendant des siècles, en fait. Oui, parce que c'est évident, en fait. Enfin. Oui, c'est une sorte d'évidence naturelle. Évidemment, c'est évident et c'est pour ça que à partir du moment où on prend sa place, le système s'organise autour de la place juste qu'on a prise. OK. Donc, tu vas, Bernard? Donc, à troisième partie, on voulait vous parler un petit peu de notre formation dans laquelle on va évidemment explorer cette dimension-là, cette dimension transgénérationnelle. Donc, c'est l'un des piliers de notre formation
Et l'idée, c'est de vraiment... bon, là, vous avez fait des tout petits exercices par Zoom, donc ce n'est pas évident de le sentir, mais on va vous le faire vivre pour ceux qui sont intéressés, vraiment de manière énergétique, les uns avec les autres, en prenant des places différentes, la place de l'enfant, la place du parent, et afin de vraiment sentir l'énergie, la circulation d'énergie et l'ancrage dans la bonne place, et de manière à l'intégrer ou le réintégrer, parce qu'on l'a en soi, en fait, c'est une évidence, mais on l'a perdu ou on n'y a pas mis de la conscience. Voilà, l'idée, c'est vraiment de l'explorer en même temps de façon expérientielle d'abord, donc en faisant l'expérience, et ensuite d'approfondir ces concepts, et tout principalement celui du triangle dont Christina vous a parlé de façon succincte, mais qui existe de la naissance à la mort, en fait. Donc, ce principe du triangle existe dès le début, dès la conception, mais la façon dont, par exemple, les deux parents s'occupent de l'enfant, qui reste un enfant toute sa vie, même s'il est grand et mature, elle va évoluer en fonction des différents stades de l'évolution, les stades psychiques de l'évolution. Et donc, on va vous le faire vivre stade par stade de manière à pouvoir l'intégrer et ensuite l'utiliser soit avec votre propre famille, soit en thérapie pour ceux qui veulent devenir psychopraticiens. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis ou si vous avez des questions par rapport à ça. Ou Christina, si tu veux rajouter des précisions. En principe, non, moi, je n'ai pas à rajouter. Donc, je pense que tu as dit qu'au cycle 1, donc, il y a tout un module sur les principes de base où on va vraiment pouvoir voir avec sa famille, vous aura une première aperçu sur la courbe de maturation et quelle place prendre à chaque étape. Donc, quand les enfants sont petits, quand ils grandissent, quand ils sont grands, quand ils quittent la maison, quand il y a les beaux enfants qui arrivent, quand il y a les petits-enfants qui arrivent, quand il y a à la mort des parents, justement, comment s'occuper de ses parents vieillissants jusqu'à ce que sa propre mort. Et voilà, qui va être expérimenté ensuite vraiment dans le détail au cours du deuxième module. Donc, Et si je parle de ma propre expérience, moi, ce qui m'a paru le plus fondamental, c'est qu'en fait, le fait de le vivre, ça m'a permis de l'intégrer et donc de ne plus avoir à réfléchir, en fait, à me demander quelle est ma place, qu'est-ce que je dois faire avec mes enfants par rapport à mes parents. Mais le fait de l'avoir vécu de façon expérientielle, ça remet les choses en ordre en soi et naturellement, on trouve la bonne place, en fait. Comment se comporter, comment réagir ou comment agir, que ce soit face à nos aînés ou face à nos descendants. Et c'est quelque chose, en fait, qui est beaucoup plus... c'est pas tellement conceptuel, mais c'est vraiment du vécu, le fait de le vivre. Ensuite, ça devient naturel et fluide. Donc, je l'ai vécu avec mes propres enfants, je l'ai vécu avec mon père, ma mère étant décédée très tôt, et maintenant je le vis dans une famille recomposée avec Christina, où on a chacun 3 enfants, en plus avec Christina de parents différents, enfin de pères différents, et il y a une certaine fluidité qui progressivement s'est installée de par l'ancrage de chacun de nous deux, après avoir expérimenté tout ce travail transgénérationnel qu'on vous propose également de faire, de vous transmettre. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, des témoignages éventuellement? Ouais, j'ai pas de questions, mais je voudrais témoigner, voilà, très succinctement, mais dans le même sens que ce que dit Bernard, c'est que pour avoir participé à des stages avec vous, j'ai pu aussi sentir progressivement, voilà, quel est ce que j'ai à faire effectivement vis-à-vis de ma mère, ou comment je me suis positionnée avec mon père et vis-à-vis de mes enfants. Oui, ça simplifie et il y a beaucoup moins de questions. C'est plus limpide. Voilà, donc je vais dans le même sens. Merci Maya.
Je vais juste exprimer quelque chose également, si je peux, parce que du coup, j'ai fait aussi une grande partie du travail en psychosexuel avec vous et psychocorporel au travers les stages et de la formation, de l'ancienne formation Chemin à l'être. Je dois avouer qu'expérimenter chaque étape véritablement, soit sur le plan didactique pour y mettre de la conscience et avoir un apprentissage, et en même temps en le vivant véritablement dans nos cellules et dans le groupe, ça amène de grandes transformations intérieures et forcément une élévation et une véritable guérison de soi. Et véritablement en l'expérimentant, en psychocorporel notamment, je trouve qu'on guérit énormément de choses et surtout on y met du sens. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais exprimer. Et également quand on travaille sur le plan familial, en groupe, notamment avec les constellations dans la formation que nous avions faite, je trouve que ça permet aussi de prendre la place de l'ancêtre et de comprendre eux aussi ce qu'ils ont vécu. Ce qui fait que ça permet aussi de baisser les tensions par rapport à nos ancêtres et prédécesseurs, enfin, les ascendants à qui on peut forcément avoir beaucoup de rancœur. Et ça permet de lâcher aussi énormément de rancœur. Voilà. Merci Christelle, et merci notamment de parler de guérison. Effectivement, j'en ai pas parlé, mais au-delà de prendre sa place et de pouvoir bien gérer ses ascendants et ses descendants, effectivement, il y a une dimension fondamentale de guérison, j'ai oublié d'en parler, par rapport à ses propres manques, ses éventuels traumas, et le fait de retraverser tout ça en étant accompagné, en y mettant de la conscience, effectivement, c'est un fort pouvoir de transformation, je dirais. Ok, donc on arrive à la fin. Donc j'ai juste envie de dire une petite chose. Donc on est resté dans le couple hétérosexuel en fait et des positions familiales comme ça. Quand on respecte le triangle, donc comme j'ai dit, qu'on peut avoir donc une deuxième maman ou des parents adoptifs, enfin peu importe. Que l'idée c'est toujours, on va toujours respecter le triangle originel. Donc, du coup, tout est possible. Ce n'est pas réduit à rester donc, dans ce système-là qui, aujourd'hui, n'est plus vraiment adapté à la société, mais on peut garder en fait, cette évidence biologique et psychique en tête. Et du coup, l'expérimentation avec d'autres formes est possible et de façon harmonieuse aussi. Donc, tu veux dire aussi pour des homosexuels, par exemple, c'est ça, hein, parce que... Voilà, les homosexuels, ou, enfin, donc tout ce qu'on peut trouver et expérimenter aujourd'hui, donc avec les FIV, les donneurs en fait de sperme ou d'ovules, donc l'importance donc de l'identité biologique, ce triangle biologique, il existe même avec un donneur de sperme anonyme. Donc, c'est important de garder ça, d'avoir ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est universel. Ça ne se réduit pas aux parents qui sont là et connus. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, donc on arrive à la fin. J'ai envie de vous dire que notre prochaine conférence, ce sera le 21 février sur le sujet du masculin, cette fois-ci, donc à l'heure de MeToo, comment vivre son masculin. Et donc, elle sera par Zoom aussi. Et donc, on va faire de la pub sur Facebook et dans notre newsletter. Et si vous avez envie de participer, vous êtes les bienvenus. Donc, c'est plus particulièrement destiné aux hommes, mais bien sûr, les femmes sont les bienvenues puisque ce sont elles qui sont les actrices de ce fameux MeToo.